Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e des prix de la saison pour parler de Miami, une course que tout le monde a trouvée affreuse, mais que personnellement j'ai pris pas mal de plaisir à suivre. Alors oui, on n'a toujours pas de suspense devant, oui, on n'a pas eu d'accident, de rebondissement, ni même le moindre petit drapeau jaune, oui, le racing en Formule 1 a toujours autant de soucis, mais franchement, c'était pas si mal, on en parle. Pour démarrer, un mot général donc sur la course qui, pour une course sans rebondissement, sans faits surnaturels qui viennent la perturber, je le redis, a vraiment été plutôt top. On a eu vraiment beaucoup de dépassements hier à tous les échelons du peloton. Toutes les positions au final ont connu une bataille, on a aussi pu voir les rythmes réels des uns et des autres, il y avait des choses à voir. Non, franchement on a eu un échantillon plutôt correct de course hier, alors oui, on a un début de saison qui est vraiment pas dingo du tout, et la F1 sort toujours au même problème, qui tourne le souci un petit peu en ridicule. Et quand je parle de ridicule, je ne parle pas des à côté de Miami qui ont vraiment fait pitié par instants. On sent bien quel est le vrai but de ce Grand Prix, et au bout d'un an seulement, c'est déjà lourd en fait. En vrai, je pense qu'on est passé à côté d'une purge monumentale et qu'on a eu vraiment un plutôt bon Grand Prix sur sa majeure partie, notamment grâce à quelques détails qui l'ont sauvé, à commencer par Charles Leclerc. S'il ne se sort pas en Q3, eh bien on a une grille bien rangée, déjà dans l'ordre, et du coup on n'a pas les dépassements sur le début de course, on n'a pas les quelques décalages stratégiques, et on se serait ennuyé exactement comme à Bakou, donc merci Charles. Merci aussi à la pluie du dimanche matin qui a changé les conditions de piste et l'ont rendu moins prévisible des équipes. Aussi cette fois, tout le monde n'est pas parti sur les mêmes pneus comme c'était le cas à Bakou pour les 17 premiers. Il y a eu un petit décalage qui a offert des dépassements en début de Grand Prix et des différences de rythme à la fin, c'est ça qui aide à animer. Enfin, je trouve aussi que ce circuit de Miami, assez oubliable dans l'ensemble, est sauvé par ces immenses lignes droites qui sont tellement grandes qu'elles deviennent systématiquement des opportunités de dépassement. Au final, le secteur 1 plutôt intéressant et la partie sinueuse plutôt nulle, eh bien on s'en fiche, puisque ce qui compte c'est qu'il y a ces grandes lignes droites et du coup on est tout le temps en train de se chasser, de se suivre au DRS et du coup de se doubler, et ça crée quelque chose au moins. Mais malheureusement, la F1 actuelle est toujours en proie à plusieurs problèmes qui deviennent de plus en plus inquiétants. On a déjà râlé de nombreuses fois sur la taille et sur le poids de ces paquebots modernes, c'est vraiment assez ridicule, ça empêche beaucoup de situations. Mais maintenant en plus ces Formule 1 effet de sol, elles se suivent et elles se doublent de moins en moins bien plus on avance dans le temps. C'est encore plus vrai quand elles sont très proches en performance, comme c'est le cas actuellement de la majorité des équipes. Du coup, on s'ennuie, c'est dur de tenter quelque chose de se différencier. Là, c'était aggravé par une piste absolument pas abrasive, sur laquelle en plus il n'y avait aucun grip. Du coup, pas de dégradation des pneus et une seule ligne de course, ce qui tue le dépassement et la course. Et puis, ça commence vraiment à me rendre fou, on n'a toujours pas de course à la stratégie. 5 Grands Prix, 0, avec une stratégie dedans, à chaque fois. Un seul arrêt, et là, Dieu merci, il y a un petit décalage, medium hard ou hard medium, ça a vraiment, je pense, sauvé la moitié du Grand Prix, mais c'est fou cette saison, on n'a pas de stratégie, pas de dégradation, un seul arrêt, c'est la catastrophe. Selon moi, c'est le problème numéro 1 de la F1 2023, et c'est ça qui rend les courses si lentes, si prévisibles et si monotones. Franchement, je ne suis pas un expert pour savoir si toute la faute vient de Pirelli, mais il faut trouver une solution parce que c'est la plus grosse plaie des courses en ce moment. Et puis il y a aussi cette domination outrageuse de Red Bull. Personnellement, je ne trouve pas que ça soit un problème en soi, puisque cela souligne juste l'excellence et le meilleur travail d'une équipe, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là d'aisance, ça tue tout suspense, tous les dimanches, tous les Grands Prix, et je vois que certains sont déjà largement lassés. Bon, pour aborder le sujet qui est le titre de cette vidéo et je pense le fait majeur, Max nous a fait du génie pur. Il a raté sa première tentative de Q3, il n'a pas pu faire un deuxième essai, mais peu importe, puisque comme l'an dernier en fin de saison, il peut gagner de n'importe où. Vraiment, sincèrement, son relais sur les pneus hard, ça n'a absolument aucun sens. Il a oblitéré tout le monde, à commencer par Sergio Pérez, son coéquipier avec la même voiture. À un moment donné, Max avait des pneus hard plus vieux de 20 tours que Checo.
mais il le mettait, je crois, entre une demi-seconde et 7 dixièmes au tour. Je sais pas si on se rend compte, c'est un ovni, ça n'a aucun sens. Alors il y a une semaine pourtant, il n'avait pas réussi à dominer son équipier. Ce qui change ici, c'est clairement le type du tracé. Fini les virages à 90 degrés avec des réaccélérations progressives. Bonjour les virages rapides, les zones à pleine charge. Là, il est complètement à l'aise, notamment le secteur 1. Et c'est là qu'on voit la grosse différence avec Pérez. Jusqu'ici, le Mexicain était au niveau car les circuits allaient dans son sens, notamment Bakou et Jeddah. Mais le souci, c'est que le calendrier a placé tous les grands prix avantageux pour Checo au début. Là, il reste Monaco, mais il va y avoir Imola et Barcelone, où il va se faire dominer très largement de la même manière qu'hier. En plus de ça, il a déjà 14 points de retard, alors que le titre se joue entre deux pilotes. 14 points quand tu fais tout le temps premier-deuxième, ça veut dire battre 2 fois Verstappen et qu'il ne prenne pas le point du meilleur tour. Ouais, je pense que Checo hier a pris une énorme claque, le Grand Prix a mis un coup à ses ambitions. Et c'est aussi pour ça que Red Bull ne panique pas avec son duo de pilotes. Non seulement ils n'ont pas besoin d'arbitrer entre les deux tellement ils ont l'avance, mais en plus ils savent très bien que Verstappen est tellement plus fort. Enfin bref, Miami vient sûrement de tuer le suspense qui restait un tout petit peu au niveau du classement pilote. Celui au classement constructeur était déjà mort. On va sûrement vers la plus grande domination de l'histoire de la Formule 1 sur une saison. Même s'ils font clairement pas le figure en comparaison, n'oublions pas les 18 autres pilotes de cette grille, à commencer par celui qui est clairement le troisième homme de ce championnat. 4 troisième place en 5 courses, à chaque fois 15 points à tous les week-ends, Monsieur Fernando Alonso. Bon, je vais pas me répéter sur lui parce que c'est finalement 5 fois le même week-end, excellent et irréprochable. Là, il est deuxième en qualif, aisément sur la boîte au final. Il peut nous faire 20 podiums cette année, facile. Et surtout, c'est un petit peu une confirmation maintenant, après 5 courses, 5 circuits différents, que l'Aston est la deuxième force du plateau. Non seulement je pense en termes de performance pure, mais aussi en termes de constance. Finalement, peu importe le tracé, peu importe le week-end, peu importe les circonstances, quand Ferrari et Mercedes ont leur jour avec ou leur jour sans, Aston est toujours au même niveau et ça paye. Ouais, cette AMR23, elle est vraiment redoutable en course où elle est extrêmement complète. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle bouffe aussi facilement et aussi clairement une Ferrari, mais voilà, je pense qu'en fait, elle garde tellement mieux ses gommes, elle a si peu de gros défauts comparé à d'autres voitures qu'elle en redevient vraiment parfaite pour le dimanche. Et avec ça, Fernando pour moi est d'office le favori à la 3e place tous les dimanches. Alors attention tout de même, Stroll a pris sa première claque. Tout n'est pas de sa faute car en qualif, Aston avait chaussé qu'un seul train de pneus dans la Q1 et s'est fait avoir. Lenz est sorti mais il n'était qu'à 3 dixièmes d'Alonso. Le plus dur c'est son rythme en course qui était vraiment moyen. C'est pas facile de se différencier dans le peloton quand t'as pas une grosse vitesse de pointe ou quand t'es pas en stratégie décalée. Mais le fait est que je trouve son Grand Prix un petit peu en dessous et surtout au global, voir une Aston pas dans les points quand l'autre est 3ème, ouais, c'est pas normal. En revanche, ce qui commence à devenir normal, c'est de voir Charles Leclerc faire des erreurs. J'exagère parce que quand on compte au global sur une saison, il a bien plus de moments de brillance et de génie que de bêtises. Mais là, il n'a absolument pas été au niveau auquel on l'attend, comme il l'a dit d'ailleurs lui-même. La sortie en FP2, perso, je n'y prête quasiment pas attention, ça arrive, d'autant qu'en plus c'est son style de toucher les limites lors des essais. Par contre, sa première tentative ratée sur un frein à la toute fin en qualif, et puis surtout son crash, ça c'est un vrai double échec cuisant qui fait bien mal et qui gâche tout. Et en fait, je crois que le pire c'est peut-être même pas ça, c'est son rythme sur la première partie du Grand Prix où il se fait redoubler par Magnussen, il a un mal fou à le reprendre et puis après il est complètement à la ramasse, il n'a pas le rythme avant ensuite dans la deuxième partie du deuxième relais d'enclencher la vitesse, de remonter sur Magnussen, de le passer et d'aller même chercher Gasly. Mais waouh! Alors il a des excuses puisque la Ferrari elle était catastrophique, il s'est fait déposer sur la vitesse de pointe. Franchement, c'est inquiétant le niveau de cette voiture. Il a aussi dit qu'il touchait anormalement le sol, donc il y avait sûrement un comportement bizarre. Mais bon, c'est peut-être aussi dû au remontage et du coup à son crash de la veille. Voilà.
Mais toujours est-il que c'est un week-end insuffisant et que surtout qui fait tâche avec ces 2 erreurs, j'ai envie de dire, lors de la Q3, qui est censé en plus être son point fort. Heureusement pour lui, ses 20 derniers tours sont vraiment bons et du coup le font passer d'un week-end cataclysmique à un week-end mauvais, voire très mauvais. C'est terrible parce qu'à Bakou, il avait touché la perfection et là on n'y est plus. Bon, du coup, en comparaison, Sainz paraît bien mieux et il brille encore une fois par sa propreté. Son temps de Q3 n'est pour moi vraiment pas excellent. C'est derrière une Aston, il y avait bien mieux, je pense, à aller chercher dans une Ferrari. Mais encore une fois, il est là, il est 3ème et il n'est pas dans le mur, lui. Et c'est pas pour rien que c'est lui le pilote de la grille qui a la meilleure position de départ moyenne, sans jamais avoir été en première ligne. Quelque part, ça résume plutôt pas mal son début de saison et le pilote qu'il est un petit peu aujourd'hui. Ensuite, sa première partie de course est vraiment bonne, il talonne Alonso, il a du rythme, mais ça dégringole à partir de l'arrêt. Bon, l'excès de vitesse au stand, vraiment, c'est une erreur bête qu'il ne faut pas faire. Finalement, ça n'a pas d'incidence sur sa course, mais ça reste une bêtise et à partir de là, ouais, il s'est fait vraiment manger par Alonso, rattrapé par Russell, doublé et il a fini un petit peu à l'agonie. Mais bon, au final, ce que j'ai envie de dire pour Carlos, c'est qu'il y a une 5ème place à l'arrivée. Il n'est pas du tout au niveau des meilleurs, ça on l'a compris. Il n'ira jamais concurrencer Verstappen. Il est incapable de jouer une victoire pour l'instant face aux autres gros bras de ce championnat, même avec une voiture qui lui le permettrait. Par contre, il est tout le temps dans les points, dans les bons points, et pour l'instant, c'est ce que Ferrari lui demande. Dernier mot sur Ferrari, on critique énormément Mercedes sur la voiture qui ne va pas du tout, qu'il faut changer, etc. Mais en fait, je suis en train de me demander si Ferrari ne doit pas, elle non plus, changer de philosophie, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais cette voiture, depuis bientôt 1 an, 8-9 mois, ils en ont perdu le fil, et ça devient de plus en plus inquiétant. Bon, et Mercedes justement, ils m'ont agréablement surpris. Après les essais à la qualif, je me suis vraiment dit qu'ils allaient faire le même week-end qu'à Bakou, 4ème force, compliqué. Mais finalement non, je pense que dans le Grand Prix, ils étaient meilleurs que Ferrari et ils ont très bien fini. Russell a maximisé tout ce qu'il pouvait maximiser le samedi comme le dimanche, vraiment un week-end excellent. Lewis, lui, il a raté sa qualif, mais dès qu'il a trouvé de l'air libre en course, il a été le grand gagnant de sa stratégie décalée. Personne ne l'a gêné, il a pu faire des temps assez identiques au groupe de tête. Et puis après, sur la fin de course avec les médiums, il a vraiment tiré un avantage de ça. De très beaux dépassements et il va chercher une belle place à l'arrivée. De 13 à 6, franchement, il a très bien réussi à sauver son week-end le dimanche. Bref, chez Mercedes, on sait clairement que cette voiture, elle vit ses dernières heures, en tout cas dans cette configuration-là. Mais en attendant, ça reste très propre et on n'est qu'à 6 points d'Aston Martin. C'est un petit peu remarquable quand même. Maintenant, rappelez-vous, à Melbourne, le rythme d'Alpine m'avait laissé penser que l'écurie française n'était pas si loin des top teams, mais entre-temps, les ennuis mécaniques de Bakou ont empêché toute constatation et ont fait sortir le patron Laurent Rossi de ses gonds. Mais à Miami, Alpine a prouvé non seulement qu'elle était assez aisément la 5ème force du plateau, bien évidemment, mais surtout que son retard sur Mercedes et Ferrari n'était vraiment plus si grand. Gasly s'est longtemps battu avec eux, notamment avec Sainz, avant de lâcher du terrain et de laisser repasser toutes les top voitures, mais c'était prometteur. Ocon, lui, sur stratégie décalée, a tenu un rythme élevé, juste un poil en dessous des meilleurs. En tout cas, les deux sont facilement dans les points. Si on se replace dans le contexte du début de saison, on peut être en droit d'en attendre un petit peu plus. Certains espéraient peut-être qu'Alpine nous fasse une Aston Martin. Perso, je ne les voyais pas aussi proches de Mercedes et Ferrari après 5 courses. Et surtout, ça va faire du bien puisque l'Australie et Bakou avaient été quand même très différents, mais au final assez dramatiques dans le finish. Là, c'est cool, ça va remettre tout le monde dans le bon sens, de la confiance, des points. Alpine va et doit être 5ème de ce championnat 2023 sans trop de soucis. Maintenant, c'est développer la machine pour rester et grappiller du temps sur les fameuses top teams et faire vraiment une Aston Martin, rendre le plan des 100 courses réalisable. Au passage, bravo à Pierre qui, même si je trouve Esteban plus à l'aise au global, continue d'être ultra performant dès ses débuts. Sans Bakou et l'erreur de l'Australie, c'est un sans faute. Mais pour l'instant, Alpine n'est pas encore 5ème au classement car McLaren résiste aux meilleurs résultats. Mais ne nous faisons pas d'illusions, l'écurie britannique est à des années-lumière de ce niveau-là et a encore sorti un week-end ridicule, le 3e en 5 occasions. On savait qu'ils avaient pris beaucoup plus de points qu'ils n'en méritaient en Australie et que leur renouveau à Bakou était tout relatif,
mais à ce point-là, c'est choquant. Double sortie en Q1, seule équipe à tenter une stratégie en soft qui a totalement floppé, aucune capacité à se sortir du fond de peloton. Non, franchement, pour une organisation qui a tant de moyens, tant de capacités, tant d'historique, c'est une performance honteuse. Alors, faut pas oublier que Miami avait été aussi un des pires circuits de McLaren l'an dernier, donc ça ira peut-être mieux ailleurs, mais il n'y a qu'à voir le langage corporel de Lando Norris, qui est à minima un pilote excellent dans les voitures du milieu de grille, à minima, pour comprendre qu'il n'y a rien à tirer de la MCL 60, elle est catastrophique. Je ne sais pas comment ce monstre de la Formule 1 va se sortir de ce trou noir, mais c'est flippant, et surtout, on l'a déjà évoqué dans plein de vidéos, je pense que le mal il est profond. Profond comme le sourire abordé par Günther Steiner qui a eu le plaisir de voir Haas briller à domicile. Par briller, on entend être la meilleure des autres, être celle qui fait la différence parmi ce groupe des 5 équipes du fond de la grille qui se départagent en quelques petits dixièmes à chaque fois. Et Haas au final a marqué des points pour la 3e fois en 5 Grands Prix cette année. Quand on se replace dans le contexte d'il y a quelques mois, quelques années, c'est beau, c'est presque miraculeux. Du coup, ils se mettent vraiment bien dans le groupe de derrière. Il y a eu l'Australie qui a apporté beaucoup de points, mais ce que je trouve plus révélateur, c'est Jeddah et Miami où c'était serré et ils ont réussi à les gratter le dernier point eux-mêmes. Ça pour moi, c'est très fort. Et ce week-end, c'est grâce à un Magnussen qui a été sensationnel. Il bat Hulk en qualif pour la première fois, profite des conditions, d'une Haas rapide sur un tour et de sa superbe première tentative pour se retrouver 4e au départ, meilleur qualif de l'histoire de Haas, et puis derrière, il tient, on a vu sa résistance face à Leclerc, le reste du Grand Prix s'est résumé à garder son rythme et à se protéger d'un retour en fin de course, ce qu'il a parfaitement fait. Magnifique, rien de mieux à dire. Hulk lui a plus galéré sur un circuit qu'il ne connaissait pas aussi, faut le dire, mais quand même on sent que quand faut être plus consistant sur l'ensemble d'un week-end et notamment en course, il a pour l'instant un peu plus de mal. Après c'est que son 5e Grand Prix de retour et pour l'instant c'est une très bonne surprise dans cette saison, mais un petit ton en dessous quand même. Sinon il y en a un qui fait constamment les mêmes Grands Prix, je vais finir par enregistrer un morceau et le rejouer à chaque fois, comme peut-être pour les Red Bull. Eh bien c'est Tsunoda qui encore une fois pour la 3e de la saison est 11e et j'ai le sentiment qu'il peut s'en vouloir car il a raté sa qualif, il est 18e alors que De Vries lui arrive à passer en Q2 et s'il s'était lancé quelques places plus haut, peut-être que c'est lui qui aurait eu une track position favorable et qu'il aurait arraché ce point, en tout cas j'ai tendance à le penser. De Vries lui a donc sorti une qualification très surprenante, très belle, son premier passage en Q2 de la saison, mais malheureusement il a tout gâché au départ en faisant une erreur, en harponnant Lando Norris. Direct il a été dernier et du coup il a passé une course très triste, sans rien espérer, et aussi très loin du compte quand on compare les temps autour par rapport à Tsunoda. Il va vite falloir qu'il trouve des solutions parce que quand même plus le temps passe, plus ça sent un petit peu le roussi pour notre ami Nick qui n'y est pas du tout sur ses 5 premières courses. Côté Williams maintenant, on passe encore une fois pas si loin des points tout en n'étant pas vraiment capable de faire la différence pour les obtenir. On ne les mérite pas vraiment non plus et du coup on est englué en fond de classement. C'est un petit peu dur comptablement mais bon, la réalité c'est que pour prendre des points il faut quand même un petit miracle. Albon est toujours capable de se mêler au combat mais il n'a pas su faire le petit truc en plus. Sargent lui a beaucoup galéré à domicile, dernier de la qualif, obligé de changer d'aileron dès le départ et ensuite condamné à une course lointaine sans trop de rythme en plus. Et enfin il y a Alfa Romeo qu'on n'a encore une fois pas trop vu. Je suis un peu vache puisque Bottas a atteint la première Q3 de l'équipe cette saison, c'était vraiment pas mal, mais très vite en course on a vu à quel point la voiture n'était absolument pas au niveau des points. Ils se sont directement fait manger assez aisément et puis après il n'y avait plus rien à espérer. Petite stratégie décalée pour Joe, ça n'a pas marché. Rien à faire. En l'état actuel des choses, Alfa Romeo est incapable de scorer et ça a commencé à faire mal. Allez, on passe au classement. En tête, Verstappen a désormais 14 longueurs d'avance sur Checo. Alonso est toujours le 3e homme. Derrière, ça peut vraiment être serré et nous offrir de la bagarre. Les deux Alpinelles vont remonter. Côté constructeur, plus 122 points au bout de 5 courses pour Red Bull. C'est dingue. Je vais vous préparer un truc sur les dominations parce que là, c'est complètement
indécent. Par contre, 24 points entre Aston, Mercedes et Ferrari, ça c'est vraiment sympa et c'est ça le cœur de notre saison. Alpine est égal maintenant à McLaren, mais va sûrement repasser devant incessamment sous peu. Derrière, c'est très serré, mais As a pour l'instant fait un bel effort et c'est important car il y aura peu de points pour toutes ces équipes dans la saison. Allez, comme d'hab, les notes sur l'ensemble du week-end, vous retrouvez dans la description un Google Doc pour voter vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec certaines notes, je les corrige grâce à vous pour les ajuster et avoir un autre moyen de juger les pilotes que le classement par points. Verstappen monstrueux, il aurait eu 20 s'il n'avait pas fait un petit raté en qualif. Alonso parfait, rien à dire. Russell, Magnussen, impossible d'avoir mieux. Gasly très très bon, tout comme Perez et Sainz au final quand même. Et même Ocon et Alonso, même si tout n'est pas parfait. Tsunoda lui peut un peu s'en vouloir quand Bottas a montré un peu son visage. Stroll a été décevant, week-end compliqué pour De Vries et Sargent, les rookies. Et Leclerc lui fait son pire week-end de l'année. Côté équipe, la machine construite par Red Bull est juste indécente, phénoménale, une des meilleures de tous les temps. Aston est top. Attention à la petite bêtise en Q1 qui a failli leur coûter quand même très très cher. Mercedes a bien sauvé les meubles et a fini le Grand Prix très fort. Alpine, elle relève la tête. As, c'était sûrement la meilleure des autres, même si elle a un petit peu dégringolé dans la course. Ferrari est dans le dur. Et enfin, tout au fond, c'est la catastrophe pour McLaren. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce déprix. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à le partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous invite également à aller voir le deuxième épisode de Team Zarco. C'est sur la chaîne YouTube de Canal+ Sport. Lien dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, cette saison, j'aurai la chance de suivre Johan Zarco en MotoGP avec ma collègue Elsa. C'est elle qui s'est rendue à Jerez le week-end dernier. Du coup, épisode 2 qui est tombé. Jerez, ses émotions. Allez voir ça, mettez un petit like, soutenez. Et il y a le Grand Prix de France moto qui arrive. On y sera. Je pense qu'on va se régaler. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine de pause, sans Formule 1, il y aura tout de même des vidéos, j'ai plusieurs sujets. D'ailleurs, je prévois une FAQ, donc posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. En tout cas, on se quitte encore avec Enzo Ferrari, qui est d'accord pour inviter tous les guests du monde si ça nous chante, mais par contre, faut que les vigiles aient au moins la décence de savoir qui est Jackie Stewart. La honte. À bientôt.